Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Bamako où il fait très beau ce matin. Le journal, Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu les ambassadeurs des premiers Jeux de l'AES tenus la semaine dernière ici à Bamako. Après les avoir félicités, le président en exercice de la Confédération les a exhortés à rester un modèle pour la jeune génération. Ces athlètes, tous champions dans leurs disciplines respectives, font honneur à l'espace AES. Fin des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Les participants ont adopté une déclaration dite déclaration de Séville qui invite à l'engagement et donne des pistes en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable. Le Mali était représenté par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Nous prendrons les nouvelles de la dernière plénière du Conseil national de transition. D'importants projets de loi ont été adoptés au cours de la session concernant le système institutionnel de notre pays. Après une pause, la Coupe du monde des clubs reprend ce soir avec le choc Fluminense Al Hilal au compte des 8e de finale. Et puis la CAN féminine donne son coup d'envoi demain au Maroc. Les Aigles dames participent à la compétition. Voilà pour le sommaire. AES, actualité. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier en audience les ambassadeurs des premiers Jeux de l'AES, accompagnés par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Karim Ibrahim Fomba. Le chef de l'État a félicité les ambassadeurs, tous champions du monde dans leurs disciplines respectives. Il les a exhortés à rester des modèles pour la jeune génération et à véhiculer les valeurs de notre espace. Nous écoutons Cheikh Ahmed Alassane Sanou, alias Aaron Bibi, et Daba Modiwa Keïta, ambassadeur des premiers Jeux de l'AES à leur sortie d'audience. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être reçu par son Excellence le président de la transition et je suis très content. Nous sommes ici dans le cadre des Jeux de l'AES et qui est vraiment une très grande innovation qui va non seulement créer plus d'intégration entre ce vaillant peuple d'AES. La jeunesse a toujours besoin de modèles, la jeunesse a besoin de repères. Et nous qui avions eu cette chance de décrocher des titres mondiaux, c'est notre devoir d'être présent, de les encourager. Par exemple, ces Jeux de l'AES, il y avait beaucoup de disciplines et nous avons été présents. Et c'est de les guider vraiment vers le droit chemin. Je tiens de ce fait à dire merci à Monsieur le Président, lui dire qu'en tant qu'ambassadeur, en tant que jeune, nous restons à ses côtés dans ce combat-là qui est le nôtre. Parce que je me souviens bien, le Président lui-même a dit, je le cite, « Si j'échoue, la jeunesse aura échoué ». Et ce combat-là, je pense que le plus important, il va falloir qu'on puisse faire le test, que cette jeunesse-là s'implique le maximum possible pour qu'on puisse atteindre la victoire finale. Et je dirais à la jeunesse de simplement me voir comme un modèle et un exemple. À cette jeunesse-là, il faut qu'on trouve des voies et moyens pour pouvoir l'éveiller. Rien d'autre que l'excellence. Donc moi, j'appelle cette jeunesse-là qu'elle soit consciente et qu'elle s'attache à nos valeurs ancestrales qui ont été toujours le respect, l'humilité, le pardon. On reste avec l'actualité de l'AES, cette fois-ci au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'économie a présenté devant les députés le document de programmation économique et budgétaire pluriannuel 2026-2028, un exercice de planification sur 3 ans qui se chiffre entre 3 400 et 3 800 milliards de francs CFA. Le document expose les grandes priorités du gouvernement en matière de développement. Rufine Venemi d'Ipama pour les détails. La question de la paix et de la sécurité est l'axe prioritaire du programme économique et budgétaire 2026-2028. Ce axe s'inscrit dans la dynamique de la consolidation des actions de reconquête du territoire, de la restauration de l'intégrité territoriale, de résorption de la crise humanitaire et de renforcement de la cohésion sociale, selon le ministre de l'économie. Le deuxième axe repose sur l'autosuffisance alimentaire à travers le développement d'industries agroalimentaires.
Le document de planification économique et budgétaire des 3 prochaines années fait aussi la part belle au développement des infrastructures résilientes et à la bonne gouvernance, indique Abouakar Nakanabo. De façon générale, nous pouvons dire que notre budget se présente avec un niveau de croissance de la mobilisation des recettes, notamment les recettes ordinaires, qui sont constituées de ce que nous mobilisons par nos propres forces. Et la tendance, c'est à la baisse de ce qui vient de l'extérieur en termes de dons, parce que notre conviction est que c'est seulement sur la base des ressources souveraines que nous pouvons enclencher un développement. Donc, on travaille à améliorer donc les recettes, mais aussi à maîtriser les dépenses et à les orienter vers les secteurs prioritaires. 40% des 3 800 milliards de francs CFA prévus dans le programme économique et budgétaire pluriannuel seront consacrés à l'éducation, à la santé et à la protection sociale. Ça veut dire que nous croyons au potentiel du capital humain pour enclencher le développement économique et social du Burkina Faso. Mais naturellement, il s'agit d'une planification parce que notre budget 2026, on va bientôt envoyer donc le projet à l'Assemblée. Et des ajustements seront faits sur ce qui a été projeté. Mais ce qu'il faut noter comme fait notable, c'est qu'il y a quand même une maîtrise du déficit budgétaire qui va être stabilisé à 3% du produit intérieur brut, ce qui correspond à la norme UEMOA. Les députés ont, à l'issue de la présentation du document programme, fait des recommandations, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'éducation, pour harmoniser les actions de développement. Le ministre de l'économie a par ailleurs indiqué que le budget de l'État de l'année en cours au 31 mai a enregistré une croissance de 6% contre 5% en 2024. À la même date, le montant des recettes mobilisées est d'environ 1 294 milliards pour un objectif annuel de 3 274 milliards de francs CFA. Direction le Niger avec la visite du ministre des Logements sur les chantiers de construction des logements sociaux. Je vous invite à suivre le ministre des Logements au micro de nos confrères de la télévision du Niger. Au nom du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, on est venu ici l'accompagner pour faire l'état de lieu de l'avancement des travaux relatifs à la mise en œuvre de la convention de 1000 logements de la SONICI, qui est exécutée via un partenariat avec un promoteur étranger malien, Banga Immobilier. Suite à la visite des lieux, nous sommes rendus compte de l'état vraiment d'avancement des travaux et nous sommes dans l'ensemble vraiment satisfaits de la qualité d'exécution et surtout du respect des normes techniques en matière de construction. La SONICI, c'est une structure sous tutelle du ministère. Donc, et dans le cadre de ce projet, il y a eu un dispositif de contrôle, de suivi et de supervision qui a été mis en place, dont le ministère est au cœur de cette structure. Donc nous assurons des supervisions de terrain, des travaux, de manière mensuelle et toutes les 2 semaines pour la supervision. Au cours de la visite et des échanges avec la SONICI, il y a eu des petits problèmes qui ont été évoqués, qui font objet de ralentissement dans le cadre des travaux. Nous avons bien pris note et on essaiera ensemble de voir comment y remédier dans un meilleur délai pour pouvoir vraiment booster l'évolution de ces travaux. AES, actualité. Sur un autre plan, les lampions se sont éteints hier sur les travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. À l'issue des 4 jours de travaux au sein des 6 tables rondes et des événements spéciaux et parallèles, les participants ont adopté une déclaration dite déclaration de Séville. Cette déclaration qui invite à l'engagement donne des pistes en vue de l'atteinte des ODD avant 2030. À Séville, une nouvelle page est ouverte pour le financement du développement. Le Mali est représenté à cette conférence par le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, représentant le président de la transition. Envoyés spéciaux, Mamari Koné et Aliou Touré. Le développement n'est pas un privilège, mais un droit pour tous. Cette conviction du président du gouvernement espagnol a été le fil conducteur des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Adoptée à l'ouverture de la conférence, la déclaration de Séville donne les orientations pour l'accélération de l'atteinte des objectifs pour le développement durable d'ici 2030. Ces domaines d'action sont les ressources publiques internes, les entreprises et finances privées à l'échelle internationale, la coopération internationale, le commerce international, la dette et
sa viabilité, l'architecture de la finance internationale, la science et la technologie. L'engagement est de mettre en œuvre des politiques concrètes pour un développement durable et renforcer le multilatéralisme. À Séville, à travers 6 tables rondes et 470 événements spéciaux et parallèles, les participants ont adopté un rapport qui retrace les grandes lignes des travaux. L'Organisation des Nations Unies, organisatrice de la conférence, salue la solidarité et l'unité de la communauté internationale qui ont abouti à des résultats probants. Amina Mohamed, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. La conférence de Séville a apporté une réponse forte. Nous nous sommes mis d'accord sur un document final, l'engagement de Séville, qui reprend les engagements d'Addis d'il y a 10 ans. L'objectif, c'est de donner un nouvel élan, un nouvel espoir à la réalisation des ODD. Le document final contient 3 engagements principaux. Tout d'abord, investir pour combler le déficit de financement. Il y a des mesures pour faire croître les flux de capitaux. Deuxièmement, faire face à la crise de la dette. Les actions agréées visent à repenser la façon dont la dette est utilisée, gérée, traitée, pour que cela contribue au développement durable. Selon le président du gouvernement espagnol, cette 4e conférence de Séville a approfondi les grandes lignes d'action à travers les 6 tables rondes. Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Aujourd'hui, nous clôturons cette conférence avec des résultats précieux, des résultats qui découlent d'un travail collectif, qui découlent de ces séances de discussion où nous nous sommes écoutés les uns les autres pour donner un nouvel élan à la coopération au développement, pour donner un nouveau souffle aux ODD. Nous devions agir. Et à Séville, nous avons agi. Au cours de ces derniers jours, dans la capitale de l'Andalousie, Séville a été un espace de rencontre, un laboratoire pour faire émerger des idées, des accords. Et nous avons fixé un cap pour que les solutions parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons misé sur le multilatéralisme et dans le même temps, nous avons décidé de le réformer. Les participants à la 4e conférence internationale sur le financement du développement quittent Séville avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'espoir de voir le développement s'accélérer dans l'immédiat. Sur la scène africaine, l'Éthiopie annonce l'achèvement du barrage hydroélectrique controversé sur le Nil. L'annonce a été faite hier par le ministre éthiopien. L'Égypte s'oppose depuis longtemps à la réalisation de ce barrage, craignant qu'il n'épuise sa part des eaux du Nil. L'Égypte a qualifié ce barrage connu sous le nom de Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne de menace existentielle. L'approvisionnement en eau agricole de ce pays, avec ses 100 millions d'habitants, dépend en partie du Nil. Au moment où l'Afrique du Sud célèbre le premier anniversaire du gouvernement d'unité nationale, la coalition formée de 10 partis se déchire. L'Alliance démocratique a porté plainte contre la ministre de l'Enseignement supérieur pour corruption. Les responsables accusent le ministre Nobile Nkabane d'avoir menti au Parlement afin de nommer de manière frauduleuse des personnes liées à l'ANC au conseil d'administration des structures éducatives. Retour à l'actualité nationale, dernière plénière du Conseil national de transition dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2025. Pour cette ultime session, avant d'aller en vacances, les membres du CNT ont planché sur 3 projets de textes intéressant la vie de la nation. Les 3 projets de loi ont tous été adoptés par les membres de l'organe législatif, notamment le projet de loi portant révision de la charte de la transition adoptée à l'unanimité. Ce projet majeur qui a pour but de réajuster le système institutionnel de notre pays pour faire face aux défis de la refondation résulte des résolutions des Assises nationales de la refondation de 2021. Retour sur cette plénière avec Adjou Matina. Avant d'aller en vacances pour 3 mois, le Conseil national de transition procède à une dernière plénière entrant dans le cadre de sa session ordinaire d'avril. L'exercice du jour a porté sur 3 textes intéressant la vie de la nation, à commencer par le très attendu projet de loi portant révision de la charte de la transition. Ce projet qui permet d'adapter le dispositif de la transition aux mutations politiques, institutionnelles et sécuritaires intervenues dans notre pays a été examiné d'abord par toutes les commissions. Celles-ci ont ensuite émis un avis favorable et adopté des propositions d'amendement à la matière. À l'arrivée, le dit projet de loi a été adopté avec 131 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Mamani Nassiré, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. L'adoption de ce projet de loi portant révision de la charte de la transition marque une étape décisive de notre pays vers d'autres chantiers, le chantier de la souveraineté. Dr Suleiman D, président de la commission en charge des lois constitutionnelles au niveau du CNT. La promulgation de la charte incombe au président de la transition qui peut directement la promulguer
ou demander bien sûr à la Cour constitutionnelle d'intervenir. Parce que la première fois que la charte a été révisée, il n'a pas soumis à la Cour constitutionnelle. C'est un choix. Le projet Malidenko visant à faciliter l'accès des populations touchées par la crise de 2012 aux services essentiels pour leur réinsertion a aussi été validé par les membres de l'organe législatif quant à l'adoption du projet autorisant la ratification de l'accord de prêt de financement par l'Association internationale de développement. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Un projet très important pour le gouvernement du Mali parce que c'est un projet qui porte sur l'accompagnement des populations dans les zones impactées par le conflit, mais aussi dans les zones à risque. Ce projet couvre essentiellement les régions de Tombouctou, Kidal et Taoudeni au nord, mais également les régions de Kaï, Nioro et Nara. Dr Youssouf Libali, président de la commission en charge de l'administration territoriale du CNT. Ce projet de loi Malidenko, c'est vraiment l'une des réformes majeures de notre pays en matière du développement local. Parce que c'est un projet initié par le ministre de la Refondation et de la Réconciliation qui a voulu répartir à la base par rapport au développement local, par rapport à la réalisation des infrastructures de base pour les zones touchées par le conflit au Mali. En vue de la poursuite de la mise en œuvre de son plan d'action, surtout pendant la période des vacances du CNT, le gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Constitution du 22 juillet 2023, demande et obtient l'autorisation du Conseil national de transition à prendre certaines mesures par ordonnance. Bakary Traoré, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Il y a un mécanisme qui est prévu par la Constitution qui prévoit que lorsque le Parlement doit aller en vacances, le gouvernement a la possibilité d'adresser une demande d'autorisation au CNT, à l'organe législatif, pour que celui-ci lui permette d'intervenir dans ce domaine pour prendre des mesures qui sont nécessairement du domaine de la loi. La plénière du jour boucle ainsi les activités du Conseil national de transition au compte de la session ordinaire d'avril 2025. Allez, on est dans le sport. Athlétisme pour commencer. Le marathon de New York 2025 sera couru le 2 novembre prochain. Football, la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des femmes. Les yeux sont rivés sur le Maroc où a lieu la compétition. Le programme de la phase des groupes démarre demain samedi avec l'opposition entre le pays hôte, le Maroc et la Zambie. Football, Coupe du monde des clubs, les quarts de finale démarreront donc aujourd'hui, vendredi. Fluminense sera face à Al Hilal à 19h temps universel. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tchenou. Football, Coupe du monde des clubs, les quarts de finale démarreront aujourd'hui vendredi. Le champion de la Copa Libertadores, Fluminense, et le représentant asiatique Al Hilal seront aux prises à 19h temps universel. La journée de demain sera particulièrement chargée. À 1h du matin, à Rimbaud, les Brésiliens de Palmeiras croiseront le fer avec les Anglais de Chelsea dans un match qui pourrait bien être une finale avant l'heure. Plus tard dans la journée, à 16h temps universel, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich dans un choc européen très attendu. Tandis que le Real Madrid, autre poids lourd du continent, défiera le Borussia Dortmund à 20h pour clôturer cette série des quarts de finale. Parlons football féminin avec la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui dispute sa 15e édition dans 24 heures. Initialement prévue en 2024, la compétition se joue finalement à partir de demain. Pour rappel, la première édition a eu lieu en 1991 au Nigeria. Cette année-là, le pays hôte remporte la compétition. Le début d'une domination sur le football féminin africain. Elles en sont aujourd'hui à 11 sacs. L'historique de la CAN féminine, c'est aussi une émancipation vis-à-vis des autres compétitions de la CAF. Connue à ses débuts comme un championnat africain du football féminin, la compétition marque un tournant décisif en 2015. En effet, le 6 août 2015, le comité exécutif adopte l'appellation Coupe d'Afrique des Nations féminines. En 2019, le comité exécutif de la CAF fait passer le nombre d'équipes de 8 à 12. Cette décision devrait permettre à une plus grande représentativité des nations africaines. Plus que 24 heures pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les yeux seront donc rivés sur le Maroc où a lieu la compétition. Le programme de la phase de groupe démarre déjà demain samedi, je le disais, avec l'opposition entre le pays organisateur, le Maroc, et la Zambie.
L'Afrique du Sud, championne en titre, entre en liste lundi. Les Bayana entament la défense de leur titre contre les Black Queens du Ghana en quête d'un premier sacre. Le Nigeria, équipe la plus titrée de la compétition, joue dimanche contre la Tunisie. Le Mali entre en liste lundi et jouera contre la Tanzanie. Ce sera donc la deuxième fois consécutive que le Maroc abrite la compétition. 12 équipes tenteront donc de décrocher le précieux trophée actuellement détenu par l'Afrique du Sud. Parmi les prétendants au titre, 4 nations se détachent particulièrement en raison de leur histoire, de leurs performances récentes et de la qualité de leur effectif. Il s'agit du Nigeria, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Sur le plan national, le football féminin toujours, la deuxième journée de la phase cadastre du championnat national de première division a eu lieu hier. Pour le compte de cette deuxième journée, l'AS Mandé et l'Espoir Lyon d'Amdelaï ont fait match nul un but partout. C'était au Stade Amadou Konaté. L'autre match opposant les Amazones de la commune 5 à l'ISFAS a été remporté par les Isfaciennes 2-1. Après 2 journées, l'ISFAS est en tête avec 6 points, suivi de l'Amazone de la commune 5 et 3 points. L'AS Mandé est troisième avec 1 point de différence de -1. Et l'Espoir Lyon occupe la dernière place avec également 1 point de différence de -2. Athlétisme pour terminer. Le marathon de New York 2025 sera couru le 2 novembre prochain. Son positionnement dans le calendrier et 4 mois après le début du mois de juillet semble propice à qui souhaite s'autoriser le plaisir d'un été festif. Se préparant les marathons de Berlin le 21 septembre et Chicago le 12 octobre, autre rendez-vous majeur du calendrier automnal, n'ont d'emblée et pas ce luxe et doivent décliner la partie plus active de leur préparation durant la période estivale. La période estivale précédente, le marathon de New York peut et doit également servir à tester l'alimentation qui encadre les longues sorties. Nombre de marathoniens sont victimes de problèmes gastriques lorsqu'ils se mesurent à la distance de 42 km 195 mètres. Merci beaucoup Isaac Chenou. On va se régaler avec le mondial des clubs. C'est bien les quarts de finale qui vont donc démarrer ce soir à 19h avec cette opposition Fluminense Al Hilal à coup d'envoi 19h temps universel. C'est ce qui met fin à ce journal. La présentation Koji Sibi, mise en onde Ismaïla Diarra. Mise en ligne, Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.